Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. Les rencontres se poursuivent pour l'OGC Nice, mais malheureusement pas les succès. Un match nul 0-0 sur le terrain du Stade de Reims pour la deuxième sortie des Aiglons version Didier Digard. Pas nécessairement un mauvais résultat, 4 points pris en 2 matchs. L'OGC Nice qui conforte sa place au milieu du classement, dans le ventre mou, à la 10e place, à égalité avec son adversaire du jour. On pouvait espérer mieux, on va en parler. On aurait rêvé mieux après le carton, le festival 6-1 face à Montpellier. Il faudra s'en contenter pour les 2 prochaines semaines en attendant la reprise face à Lille le 29 janvier. Mais on n'y est pas encore. Il y a un match à décortiquer et puis il y a évidemment le mercato qui agite un peu tout le monde. Pas de mouvement officiel depuis le départ de Mario Lemina, mais beaucoup de rumeurs. On y reviendra en fin d'émission si vous le voulez bien. Tout d'abord, je vais accueillir mes camarades du jour. Jérémy déjà qui fait son retour dans l'émission. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. On écoute un peu frustré par le match que l'on vient de vivre, mais on va essayer de décortiquer tout ça. On va essayer de faire ça dans le calme, Jérémy. Je sais que tu as envie de distribuer des cartouches là déjà à certains joueurs. Tu sais que tu en es libre dans cette émission. Et puis l'avantage des émissions à chaud, parce qu'on enregistre alors que le match vient de se terminer, c'est qu'on peut un peu rester sur l'adrénaline de la rencontre, même si de l'adrénaline dans cette rencontre, bon, c'est un autre débat. Accueillons d'abord Tony, il fait son retour. Ça fait pas mal de temps qu'il n'était pas venu dans l'émission. Salut Tony, comment tu vas ? Salut à tous. Bah écoutez, ça va bien, ça va bien. On a suivi le match avec attention et hâte de pouvoir en parler. Eh ben, on va commencer tout de suite, messieurs. 0-0 face à Reims, une équipe qui a le même nombre de points que nous. C'est notre championnat pour cette saison. Pour l'instant, ce n'est pas nécessairement un mauvais résultat. C'est un peu décevant. On a eu les opportunités de faire mieux, effectivement. Mais compte tenu des dernières semaines vécues par l'OGC Nice, de l'agitation, du changement de coach et puis globalement de la phase aller particulièrement décevante, conclure cette phase aller, cette 19e journée, par un match nul à l'extérieur, en soi, je pense qu'on peut se dire, si on essaye un peu de garder la tête froide, ça n'a rien de honteux et ça valide une semaine qui a été quand même plutôt positive du côté du gym. Ouais, c'est pas honteux, hein. Comptablement, c'est quand même pas mal. Et si tu m'avais dit il y a quelques semaines qu'on prendrait 4 points pour finir cette phase allée, je pense que j'aurais dit oui, clairement. Après, c'est plus une frustration sur ce match dans l'ensemble parce qu'on a vu des bonnes choses, hein. C'était quand même bien mieux que la plupart des matchs qu'on a vus cette année, mais il y a quand même une grosse différence avec le match de mercredi, que ce soit dans l'engagement ou dans le jeu. Surtout de la part de certains joueurs que j'ai retrouvés encore une fois en dedans, un peu comme Kefren Turin par exemple, qui a pas vraiment existé pendant le match, malheureusement. Donc c'est un match vraiment qui m'a frustré parce que je pense que si tu avais été un peu plus juste dans les derniers mètres, comme très souvent cette saison, je pense que tu aurais pu remporter le match et mettre quelques buts. Mais encore une fois, devant les buts, c'est vraiment compliqué. Il y a des occasions, franchement, je comprends pas comment on peut pas marquer. Après, dans l'autre sens aussi, hein, on peut se dire que Reims pouvait avoir cette victoire, hein. Ils ont très bien joué. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous. Mais voilà, je trouve que sur certains points, on est un peu retombé dans nos travers, malheureusement. J'espère que le match de mercredi qu'on a vu contre Montpellier, c'était pas parce que les joueurs ont joué à 200%. Mais bon, il y a du mieux, mais moi je suis quand même super frustré parce que je pense qu'on aurait pu gagner et qu'on aurait dû gagner. Et surtout, les prochains matchs, on va jouer Lille, Lens et Marseille. Et bon, ça va quand même être compliqué d'aller chercher des points. C'est pas impossible, hein, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, je suis quand même un peu déçu après le match. Il y a du mieux, Tony, par rapport aux précédentes semaines, notamment les 2 matchs face à Rennes et puis face au Puy. C'est moins bien, en tout cas, c'est moins spectaculaire que face à Montpellier. Mais est-ce que si on devait faire une analyse sur ces 2 derniers matchs et depuis le début, enfin l'arrivée de Didier Digard en tant qu'entraîneur principal, est-ce qu'en fait on retrouve pas malgré tout un peu plus de cohérence et de certitude, même si forcément, comme le disait Jérémy, il y a des points d'amélioration? Ouais, complètement, complètement. Je pense qu'on a retrouvé un petit peu de cohérence dans le jeu, notamment face à Montpellier, même si là, je rejoins l'avis de mon camarade qui disait que les joueurs avaient joué certainement à 200%. Ça s'est senti, notamment dans les transitions. Toutes les transitions étaient faites à grande allure. Et aujourd'hui, on a retrouvé effectivement encore cette cohérence-là, mais dans les transitions, on était moins décisif, on allait un petit peu moins vite et on a retrouvé des séquences de transition dans lesquelles on était un peu de retour sous l'ère Favre, un petit peu lente,
Il a parlé de Kefren. C'est vrai que Kefren, il représente bien cette irrégularité dans les transitions. La cohérence, il y a des choses intéressantes, il y a un petit peu plus de jeu direct. Je trouve qu'il y a un petit peu plus d'engagement. On reviendra aussi peut-être sur le fait qu'il a replacé Boudaoui en Bien sûr. 6, qui fait des très bons matchs. Mais voilà, il y a de la cohérence, il y a des bonnes choses. Malheureusement, je pense qu'il gommera pas l'irrégularité de notre effectif comme ça en une semaine. Montpellier, hein, qui, petit aparté, mais a perdu 9 contre 11, 3-0 à la maison face à Nantes. Alors bon, on va pas diminuer la performance des Aiglons de la semaine en disant qu'ils étaient face à une équipe qui est faible, mais bon voilà, hein, c'est aussi pas le même adversaire. Montpellier qui s'enfonce, qui s'enlise doucement au classement avec disaster class sur disaster class. Reims qui quand même, en obtenant le match nul face à Nice, enchaîne un 11e match sans défaite en Ligue 1, hein. C'est quand même une série avec certes beaucoup de matchs nuls, mais c'est aussi une série assez impressionnante de solidité. Alors c'est pas un cadre du championnat, ils sont à égalité avec nous et derrière nous à la différence de but, mais voilà, on est face à une équipe qui a aussi retrouvé une certaine stabilité, donc peut-être que le match nul était logique, mais on va essayer de s'attacher un peu à décortiquer le contenu, déjà partant de la composition de l'équipe, la même que face à Montpellier. Alors, on peut avoir deux lectures différentes. La première, c'est que peut-être que Didier Digard a une idée un peu plus précise de l'équipe et de comment il veut faire jouer son gym que ne l'avait Lucien Favre. On peut aussi voir ça en disant que il dispose d'un effectif qui est quasiment complet, moins de blessures qu'il y a quelques semaines peut-être, ou sur la première partie du championnat pour Lucien Favre. Il réaligne les mêmes, pas le même succès, pas la même efficacité, mais si on doit déjà se concentrer sur ce 11, il y a des vrais choix, forts, hein, notamment Aaron Ramsey, hein, qui est encore une fois titularisé et qui du coup ne semble pas forcément prêt d'un départ ou d'une retraite comme ça a pu être évoqué dans certains médias. Hicham Boudaoui placé en numéro 6, hein, et ça je pense ça va faire le plus gros morceau de notre analyse du match, tant le prince de Béchar a rayonné. Et puis cette attaque à 3, Pépé, Laborde, Diop. Comment est-ce que vous analysez le 11 de Didier Digard? Voilà, est-ce que c'est dans la continuité parce que il y a une certaine logique sportive? Est-ce que c'est pour essayer d'assurer un peu de confiance à une équipe qui a peut-être été perturbée par d'incessants changements depuis 3 mois? Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que finalement vous êtes d'accord avec le coach des Aiglons sur les choix qu'il peut faire depuis une semaine? Moi, je suis plutôt d'accord, oui, sur la compo. Je pense que c'est bien de continuer avec le même 11 pour essayer d'avoir quelques automatismes et pour que les joueurs qui sont titulaires gardent la confiance. Je pense que c'était une bonne chose. Je trouve le milieu de terrain très complémentaire parce que c'est entre guillemets ce qui a fait notre force, hein, contre Montpellier, parce que Thuram Boudaoui a fait un très bon match et je trouve que Ramsey aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais a fait un très très bon match dans l'envie. Il a beaucoup couru, il a vraiment beaucoup, comment dire, il a parcouru beaucoup de terrain, un peu moins comment dire, un peu moins en succès aujourd'hui, on va dire, avec le milieu qui était quand même moins bon, mis à part Hicham Boudaoui qui a fait un match énorme encore une fois. Enfin, je le trouve vraiment, il arrive à être au top de sa forme là quand il est épargné par les blessures. Il joue enfin à son poste parce que là, quand il joue à droite ou quand il joue à d'autres postes, c'est vrai qu'il était utile, hein, mais Il a été excellent à c'était quand même droite, pas hein. On son ressort poste. pas la stat C'était bien sur aussi, le nombre ouais, de points obtenus par Jim quand il était à droite, soit sous Galtier ou sous Favre. c'était aussi très très bien de le voir là, mais là je pense que là quand il a son poste, on voit vraiment l'étendue de son potentiel. Il a fait un très très bon match, il a énormément couvert aussi à gauche pour aider Melvin Barr. Donc non, il a fait un super match. Je pense que c'est l'élan du match pour moi. Bon, avec Jean-Claire Todibo comme d'habitude et Nantais, mais on va pas le redire. Après voilà, je pense que voilà, c'est une habitude. La compo était cohérente. Après le problème, et je vais laisser Tony parler. Pour moi, c'était que tu as les trois offensifs qui réussissent vraiment pas grand chose devant. Donc du coup, tu es très limité sur tes capacités offensives et sur tes occasions de but. Tony, Ouais, pour toi, le choix des 3 offensifs, sachant que, bon, avec le départ programmé de Andy Delors, déjà, ça te fait une solution de moins au poste de numéro 9, mais voilà, préférer peut-être installer un Ron Ramsey ou, si c'est poste pour poste, un Sofiane Diop plutôt que de continuer avec Ross Barkley qui restait sur 2 grosses performances. Enfin, est-ce que pour toi, la continuité, c'était le bon choix, notamment dans le secteur offensif? pour moi, Digard, il récupère une équipe un petit peu blessée, un petit peu malade. Et forcément, je pense qu'il a voulu mettre un petit peu
de logique et de continuité dans l'équipe pour apporter un peu de stabilité. Je pense que c'est comme ça qu'il a aussi vu les choses, un besoin de stabilité. Donc, que l'équipe ait des repères et de remettre les mêmes joueurs, ça permet forcément d'améliorer cette prise de repères. Après, je suis d'accord sur un point, c'est offensivement, oui, on a senti quand même que dans les 30-40 derniers mètres, il y avait peu de logique. On a vu pourtant quelques bonnes séquences, mais vraiment du mal à se trouver, que ce soit Pépé, Laborde et Sofiane Diop, bon bah qui est clairement décevant par rapport à ce qu'il a pu montrer à Monaco. On retrouve pas le joueur talentueux qui était à Monaco. Mais voilà, je pense que Digard, il avait envie de remettre la même équipe. D'abord une équipe qui gagne aussi largement, forcément, on a envie de la revoir ensemble. Et puis bon bah ça s'est pas passé de la même manière. Tu as souligné tout à l'heure la faiblesse de l'équipe montpelliéraine. Je pense que oui, faut pas écarter ça. Défensivement, Montpellier c'était très 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 faible. On en a profité, tant mieux. Reims était bien mieux organisé. On a eu quelques situations la dernière de Pépé, mais voilà, on a du mal à déstabiliser un bloc dès qu'il est bien formé, bien en place. Ça manque de vitesse dans les transmissions. On perd beaucoup de 1 contre 1 en termes de dribble, c'est pas top. Donc forcément, on a un petit peu de mal à faire sauter le verrou. Je voulais rebondir sur ce que tu dis en tout dernier et peut-être avoir l'avis de Jérémy, mais c'est vrai qu'en fait, alors, sans regretter un joueur comme Alan Saint-Maximin, par exemple, n'allons pas dans l'autre extrême, mais on a l'impression que quand il s'agit de passer un joueur en 1 contre 1, en duel, d'essayer de se sortir un peu d'une nasse par un exploit individuel, bah, c'est extrêmement, compliqué et là, je vais incriminer je vais dire les 3 devant, mais on peut-être même y ajouter Kefren Turam, qui n'a pas été aussi étincelant que face à Montpellier. Mais Sofiane Diop, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à passer son vis-à-vis une fois dans la rencontre. Nicolas Pepe, c'est dans la profondeur ou avec sa vitesse qu'il a réussi, mais sinon, il a facilement été repris par la défense qui a peut-être poussé à quelques ratés sur certaines occasions. Gaëtan Laborde, n'en parlons même pas. Est-ce que voilà, c'est aussi le manque de capacité technique, enfin une certaine, je sais pas en dire de faiblesse technique vu les 3 joueurs qui ont quand même un CV assez incroyable, même pour l'OGC Nice, mais voilà, comment on explique que cette attaque-là, non seulement n'arrive pas à se trouver, mais en fait n'arrive même pas à forcer la décision seule et à essayer de créer un mouvement ou une brèche en passant son vis-à-vis directement. Je pense que c'est un petit manque de confiance, même si je pense qu'en mettant 6 buts contre Montpellier, là, une partie de la confiance a été retrouvée, surtout Nicolas Pepe qui a quand même mis 2 buts. Bon, un avec beaucoup de réussite, mais quand même il a mis 2 buts. Et c'est ce que je disais contre Le Puy la dernière fois, j'ai un peu de mal, je comprends pas trop Nicolas Pepe qu'il ait autant de difficultés devant les buts. Et même techniquement, je trouve que des fois il fait des bonnes choses, mais dans la même action, il peut faire quelque chose d'exceptionnel et après faire n'importe quoi. En fait, c'est très bizarre comme à analyser. Il a chopé une moulungite aiguë, voilà, le garçon. C'est comme à l'occasion qu'on a en première mi-temps quand Abdelhamid lui reprend le ballon. Mais comme je me suis dit, il attendait dans les buts pour tirer. Enfin, je n'ai pas compris. Sur cette action-là, je ne comprends pas. On dirait qu'il veut toujours faire le contrôle de plus ou attendre encore un petit peu plus longtemps. Ça manque un petit peu de spontanéité. Un manque de confiance, peut-être qu'un joueur en confiance aurait décroché une grosse sacoche. Ça serait peut-être pas rentré, mais il y aurait eu une chance au moins déjà de frapper au but. Ce qui m'étonne justement, c'est que la confiance, quand même, il a, parce qu'il a marqué son doublé contre Montpellier, je pense qu'une partie de la confiance aurait pu être retrouvée. Donc, un peu de mal à comprendre. Après, voilà, par sa profondeur, des fois, il arrive à nous amener un peu de danger, mais c'est très frustrant, justement, de le voir amener du danger, mais en fait, il finit jamais réellement, donc c'est un peu compliqué. Et après, pour les 2 autres offensifs, c'est vrai que Sofiane Diop, depuis son retour de blessure, je suis un petit peu inquiet quand même, parce que c'est quand même pas fameux pour l'instant. J'espère qu'il va pouvoir retrouver le rythme et qu'on revoit un peu le joueur qu'il était à Monaco. Et Laborde, ouais, je suis quand même inquiet parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais on le voit un petit peu plus, mais je le trouve très maladroit surtout dans ses choix, plus que techniquement parlant. C'est surtout dans les choix. On dirait qu'à chaque fois, il se précipite ou il se met la pression, et du coup, en fait, il fait jamais le bon choix quasiment. Donc du coup, en fait, au fur et à mesure, tu te retrouves avec à ne pas marquer de but, et surtout j'ai trouvé, à part Hicham Boudaoui qui fait justement des quelques percées et qui amène du danger devant, comme sur l'occasion de Pépé en fin de match où c'est lui qui dit cette très bonne passe. T'as un milieu de terrain qui arrivait pas trop à supporter en quelque sorte l'attaque, qui est un petit peu éloigné, donc du coup il n'y a pas assez
pas assez d'appels et pas assez de monde dans la surface ou juste en dehors, quoi. Donc du coup, t'as pas beaucoup d'occasions, et vu que techniquement les trois de devant ont pas fait assez de différence, du coup tu finis le match avec quelques occasions mais pas beaucoup, et pas de but, quoi. Une ou deux arrivées attendues dans le secteur offensif. On en parlera dans notre page Mercato, un numéro 9 déjà, ne serait-ce que pour remplacer numériquement Andy Delors qui est sur le départ pour Nantes. À cette heure-ci de l'enregistrement, on n'a toujours pas d'informations quant à un accord entre les clubs. Mais bon, le départ semble inéluctable et la destination, à moins d'un retournement de situation rocambolesque, ne devrait pas faire de doute non plus. Pour en revenir par contre à l'OGC Nice et aux joueurs qui souhaitent encore y rester, c'est vrai que sur le plan offensif, on a l'impression d'empiler des joueurs qui sont en manque de confiance. Pour terminer dans ce secteur-là, la bonne nouvelle et la bonne surprise, notamment depuis l'arrivée de Didier Digard, c'est qu'on voit bien davantage Badreddine Buonanni, et encore aujourd'hui, voilà, face à Montpellier, c'était une passe décisive pour Ross Barkley, si je ne dis pas de bêtises, et là c'est une belle occasion. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment le fait qu'il arrive à se détacher de son vis-à-vis, qu'il fasse le pas nécessaire pour re-rentrer dans l'axe et se mettre en bonne position de frappe. Il n'a manqué au final que un peu l'exécution du dernier geste. Elle a un peu dévié également, mais je trouve qu'il fait vraiment preuve d'une maturité très intéressante dans le jeu. Et peut-être que je m'enflamme un peu, et j'attends votre avis sur la question, mais quand on voit en fait la difficulté des trois titulaires et des trois plus gros CV qui sont pour l'instant à l'attaque de l'OGC Nice, je me dis que Badreddine Buonanni va peut-être amener un peu de fraîcheur, et ça me semble pas non plus exagéré de penser qu'il pourrait prendre une place de titulaire. Alors peut-être pas sur les 19 matchs qui restent, mais jouer plus que le rôle du petit jeune qui rentre à 20 minutes de la fin. Ouais, complètement. Vas-y, j'y vais. Ok. Complètement. Pour moi, il fait une entrée très intéressante. Donc 18 ans. 18 ans, c'est très très jeune. Et effectivement, au-delà t'as parlé de maturité, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est ses premiers pas. Il a des premiers pas qui sont très rapides. Et ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé, que c'est un joueur qui travaille beaucoup. Et là, on le sent, même sur son petit déplacement, comme tu le dis, dans la surface, il a l'intelligence, les petits pas d'ajustement. Il a manqué la réalisation technique, en effet, mais il a ce côté vraiment, j'ai envie de dire, il n'a pas encore la fébrilité qu'on peut connaître dans notre secteur offensif. Il n'a pas encore eu le temps de l'avoir. Du coup, il est dans les déplacements constants, il va chercher le ballon, il est en demande, et c'est ce qui nous manque un peu malheureusement offensivement. Donc oui, moi je serais pas étonné de le voir débuter. Après, dans sa construction en tant que jeune joueur, c'est important aussi d'emmagasiner du temps de jeu en sortie de banc, d'aller faire encore peut-être des titularisations en réserve pour acquérir aussi de la confiance, parce que c'est pas dans ce cadre-là, peut-être cette saison-là, avec la confiance actuelle du gym, qui va potentiellement exploiter son potentiel. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur moment de le lancer dans le grand bain sur la phase aller, où ça a été vraiment très, très compliqué, où on cherchait des repères, sans parler de le griller. C'est compliqué globalement de te montrer à ton avantage quand en fait rien ne fonctionne autour de toi, que tu sois un jeune joueur ou un joueur confirmé d'ailleurs. Jérémy, sur Buonanni, bon, comme le dit Tony, l'idée c'est pas de le titulariser face à Lille, mais globalement on sent davantage une capacité chez lui de bouleverser la hiérarchie, à la fois par son talent et par le manque de repères qu'a l'OGC Nice dans ce secteur de jeu-là, que certains jeunes qu'on va voir juste histoire de les intégrer au groupe pro petit à petit, mais qui n'ont peut-être pas plus de prétention que ça. Ouais, là, il a fait 2 entrées, et mercredi, il a été décisif avec une passe décisive, et là, bon, il a failli marquer. Je le trouve très intéressant, comme le disait Tony, dans ses déplacements, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est directement opérationnel quand il rentre. Il est tout de suite présent, il va gagner des ballons, il fait des différences. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça sert à quelque chose, en fait. Il reçoit le ballon, il se projette tout de suite. C'est pas je fais 2-3 contrôles, je regarde ce qui se passe autour de moi, ou je la passe vers l'arrière. C'est je vais tout de suite vers l'avant, j'essaie de me déplacer intelligemment. Il sent vraiment le foot, et ça fait plaisir. Je pense qu'il va de plus en plus grappiller du temps de jeu, et on va le voir de plus en plus, ce qui est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il a montré qu'il pouvait le faire, et petit à petit, Didier Digard lui fait confiance, ce qui est très bien. Je trouve qu'en fin de match, justement, il a été très intéressant.
et il nous a un petit peu, il nous a fait du bien. Parce qu'on était un petit peu en train de souffrir et sur les quelques actions où il était présent, ça nous a fait vraiment du bien. Donc j'espère le voir de plus en plus jouer avec nous. Là, il a pu déjà grapper du temps de jeu et il a l'air d'être présent un peu plus dans le groupe pro. Donc j'ai hâte de continuer à le voir et pourquoi pas une ou deux titularisations en fin de saison. Est-ce que c'est pas ça aussi l'un des apports immédiats, en tout cas le plus palpable, le plus tangible de Didier Digard en tant qu'entraîneur de l'OGC Nice? On sait que Lucien Favre n'a pas peur de lancer des jeunes. Il l'avait fait avec Malansar lors de son premier passage notamment, mais on a pu lui reprocher lors de ce nouveau passage cette saison. On les a beaucoup vus en match de préparation et pendant la trêve, mais très très peu en Ligue 1, notamment Buonanni, je crois qu'il était à 3 minutes de jeu, quelque chose comme ça, avant que Didier Digard reprenne l'équipe 1. Là, pour l'instant, c'est intéressant ce qu'on voit de Buonanni. On a vu un peu, beaucoup moins aujourd'hui apparaître le petit Mendy également dans le groupe pro et sur le terrain. Didier Digard qui a connu les jeunes, alors pas tous, parce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur, mais qui a cette proximité avec les jeunes par son passage au centre de formation. Est-ce que aussi c'est pas ce qu'on attend de lui pour préparer la suite si jamais l'aventure de Didier Digard devait n'être qu'un intérim jusqu'à la fin de saison? Est-ce que donner un maximum de temps de jeu au Mendy, au Buonanni, il y a peut-être derrière aussi Belayan, Daouda Traoré, éventuellement Yanis Naounou qui pourrait apparaître dans le 11. C'est ce qu'on attend de lui aussi, peut-être, de se dire on ne gagnera rien cette saison, mais si on peut gagner quelques mois sur la maturité de nos jeunes et sur le projet, tant qu'à faire, c'est le moment ou jamais. Ouais, je pense que c'était un des choix, des choix qui, Une des raisons pour lesquelles Didier Digard, une des raisons pour lesquelles Didier Digard a été intronisé entraîneur numéro 1. Je pense que c'est pour ça, pour justement faire ce lien un petit peu avec les jeunes de la réserve. Donc là, il est en train de le faire surtout avec Buonanni, qui était justement le plus proche d'intégrer le groupe pro avec Antoine Mendy. Donc c'est très bien, et justement là on prend l'exemple de Badreddine Buonanni, justement le fait qu'il commence à faire ces matchs en Ligue 1, justement ces matchs-là, ce sera pas l'année prochaine, et l'année prochaine il sera encore plus prêt à débuter les matchs, donc on aura gagné forcément un peu de temps. Donc ça c'est la bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles aussi de ce changement-là, c'est qu'on va faire un petit peu plus confiance aux jeunes et qu'on va préparer l'avenir. De toute façon, c'était ce qui était dit dans la conférence de presse de présentation de Didier Digard, c'était justement d'essayer de faire progresser les jeunes joueurs et de gagner du temps. Donc c'est ce qui petit à petit il est en train de faire, et on va voir si ça va continuer et si Didier Digard reste. Ça dépend de la durée de son mandat, par laquelle Didier Digard va rester, mais pour l'instant en tout cas c'est assez efficace. Ouais, complètement. Je pense que il a entraîné, si je dis pas de bêtises, la N2 pendant un petit temps, mais c'était le cas. Donc forcément, il a une connaissance de ses joueurs et une confiance peut-être déjà en eux qui lui permet de les faire apparaître en Ligue 1. Maintenant, ça va dépendre effectivement du mandat de Digard. Quid de si on recrutait un autre entraîneur, par exemple, que ferait Digard? Est-ce qu'il retournerait avec la N2? Il y a plein de petites questions en suspens, mais ce qui est sûr, c'est que le centre de formation, ce très beau centre de formation qu'on a, il était peut-être un peu temps aussi qu'il revienne au centre des discussions et du projet. Moi, personnellement, ça me fait très plaisir de revoir des jeunes joueurs qui soient formés à Nice ou qu'on ait recrutés en cours de formation, mais apparaître en équipe première. Et je pense que pour nous, c'est aussi important de montrer qu'on forme nos joueurs qui ont une mentalité un petit peu plus entre guillemets niçoise, et avec peut-être un amour du maillot peut-être un petit peu plus prononcé. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on fait jouer un jeune du centre ou formé au club. Que n'ont pas forcément, avec tout le respect que j'ai pour un Barclay, etc., qui a fait des bonnes rentrées, etc., qui n'ont pas forcément ces joueurs-là. Donc c'est une très bonne chose d'avoir aussi des joueurs du club, du centre, qui ont un petit peu de temps de jeu, ou au moins la place dans le groupe, ou qui, même s'ils n'apparaissent pas, apportent une concurrence saine et indispensable pour que le club progresse et enfin lance son projet tant attendu. Et puis comme le disait à l'époque Claude Puel et Jean-Pierre River, c'était aussi pour des raisons financières, mais l'avantage d'avoir des jeunes compétitifs sur le banc, ça veut dire que c'est de l'argent en moins pour acheter des remplaçants. Enfin, du coup, donc
C'était une bonne stratégie. Et là, peut-être que si on a un banc avec un peu plus de jeunes joueurs, on pourra un peu plus se concentrer sur les recrues aussi qui vont valoriser le 11. Messieurs, je vous propose de passer à ce qui a vraiment bien fonctionné sur cette rencontre. Alors, bon, je ne vais pas être très original en lançant le premier sujet, parce que je pense qu'il va faire l'unanimité, c'est évidemment le match d'Hicham Boudaoui. Hein. Jérémy, tu as commencé à en parler. Hicham Boudaoui qui a été installé au poste de numéro 6 par Didier Digard, son ancien poste en tant que joueur d'ailleurs. Alors Boudaoui qui avait fait beaucoup de bien à l'OGC Nice en tant qu'ailier droit, que ce soit sous Galtier ou sous Favre. On le revoit enfin au milieu de terrain qui est son poste préférentiel. C'est tout aussi bon, voire même peut-être meilleur. Hicham Boudaoui aujourd'hui, alors heureusement finalement le coup qui s'était pris face à Montpellier, pas grave, ça lui a permis de jouer 90 minutes aujourd'hui. Sa seule limite aujourd'hui, ça apparaît à être son physique. Sinon, que ce soit au poste d'ailier droit, de numéro 6 ou peut-être même de numéro 8 dans un milieu à 3, voilà, s'il n'est pas blessé, c'est un des premiers noms avec Jean-Claire Todibo et Dante que tu couches sur la feuille de match. Ouais, complètement. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord. Le match de Boudaoui, il est exceptionnel. Il est capable de jouer simple, il est capable de porter le ballon, il est capable de récupérer beaucoup de balles, capable aussi de trouver des passes qui peuvent faire mal. Cette dernière passe pour Pépé sur une récupération avec, je crois que c'est Benjamin Nivet qui commentait, qui disait une vitesse d'exécution impressionnante. Là, il récupère et en même pas une demi-seconde, il arrive à tout de suite remettre le ballon dans les bonnes conditions à Pépé. Il a il a énormément de qualité. C'est un joueur qui est ultra polyvalent et on a raison de s'enflammer un petit peu dessus parce que pour le coup, il a vraiment d'immenses qualités. Maintenant, dans la même veine qu'Atal, on espère que les blessures vont le laisser un petit peu tranquille. C'est un joueur qui se donne énormément sur le terrain, donc il va forcément s'exposer à prendre beaucoup de coups. Voilà, maintenant il a toutes les qualités pour réussir. Derrière lui, il y a Dante Todibo qui sont très solides. Ça lui permet aussi d'avoir un petit peu plus le jeu à son compte et de pouvoir aussi prendre des risques. On l'a vu pas mal de fois faire des petits tours sur lui-même, essayer de trouver la bonne passe. Et comme on a vu qu'on avait du mal à avancer, d'avoir un tel joueur capable de trouver cette première relance depuis le milieu de terrain, ça peut être super intéressant. Ouais, c'est ça. Hein. On l'a notre numéro 6 avec un peu plus de ballons, comme vous voulez. Lucien Favre l'avait en fait dans son effectif, il ne le savait pas. Non, mais c'est voilà, hein, je pense que Tony a tout dit. Il a fait un excellent match et il est enfin à son poste préférentiel. Donc c'est vrai que quand il jouait à droite, il était très bon et il servait surtout le collectif par ses déplacements. Mais là justement, il sert le collectif et en plus il est bon. On voit qu'il est très très bon individuellement par ses déplacements. Surtout qu'il joue en première intention, il fluidifie le jeu, ce qui est super important. Donc du coup, tu as une meilleure relance, donc tu peux jouer un peu plus rapidement, ce qui nous faisait un peu défaut cette saison. Donc là, il fait encore une fois un super match. Moi, j'espère qu'il va pouvoir continuer. Il va pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison et que le fait d'enchaîner sur tous les matchs, ça lui permet d'avoir un bon rythme et d'éviter les blessures. Donc j'espère que ça va tenir parce que je pense que c'est un joueur qui est en train de progresser par rapport aux autres saisons. Moi, je trouve vraiment qu'il y a du progrès niveau dans le jeu, mais aussi d'un point de vue de la maturité, ça se sent. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça et surtout qu'on va le prolonger. Si je peux réagir là-dessus, c'est d'autant plus frustrant parce que Jérémy le soulignait tout à l'heure, par exemple, le manque de projection qu'on avait un petit peu des milieux. Quand on a un 6 de cette qualité qui non seulement fort avec le ballon, mais aussi très intéressant pour récupérer les ballons et défendre, c'est encore plus frustrant de ne pas avoir plus de projection des 2-8 qui sont plus hauts. C'est peut-être un axe de progression sur lequel on peut bosser. Parce que quand on a cette assise avec le ballon, derrière, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des joueurs qui se projettent plus haut, plus proches des attaquants et des trois de devant. Alors, parlons-en justement de cette projection. Ça a peut-être un peu moins bien marché que face à Montpellier, mais en même temps, tu es face à une équipe qui se disloquait moins et qui coulait moins. Mais moi, la principale amélioration, je trouve, qu'il y a eu ces dernières semaines, est vraiment l'effet Digard, si on devait en nommer un. C'est qu'en fait, je trouve que globalement, le bloc est plus haut. Alors, peut-être pas encore
assez haut, mais rapidement, dès qu'on arrive à avoir une construction de ballon, et ben, il y a des joueurs qui montent, il y a des joueurs qui essaient de proposer une solution. C'est pas toujours très intelligent, c'est pas toujours réussi techniquement après dans les dernières passes, dans les 30 mètres, mais j'ai l'impression qu'on vient de traverser des longs mois, et on peut peut-être même encore les dater à la fin de saison avec Christophe Galtier, où on avait beau balancer des centres dans la surface, quand ils y arrivaient, tu avais entre 0 et 1 joueur de l'OGC Nice à la réception. Là, c'est pas rare de voir 4 joueurs dans les 25 derniers mètres essayer de proposer une solution. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis un moment, que je pense qu'on peut mettre au crédit de notre nouvel entraîneur. Et même si je suis d'accord avec toi, Tony, que quand tu as Hicham Boudaoui derrière toi et que tu t'appelles Kefren Turam ou Aaron Ramsey, tu devrais limite jouer numéro 10. En tout cas, sur les phases de possession de ballon, tu devrais te retrouver dans le dernier tiers du terrain. Mais là, malgré tout, il y a beaucoup de situations où je me suis rendu compte que quand Melvin Barr a essayé de centrer ou quand Jordan Lotomba a remonté le ballon, et ben, à l'entrée de la surface rémoise, tu avais 3, 4, 5 Niçois qui essayaient de proposer une solution. Donc, est-ce que c'est une consigne du coach? Est-ce que c'est le changement de système aussi en 4-3-3 qui correspond mieux à notre groupe et du coup qui les met en confiance? Enfin, est-ce que déjà vous partagez le même constat que moi et comment est-ce que vous l'expliquez? Ouais, c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand on a eu la frappe d'Aaron Ramsey en fin de première période, où c'est le pressing de Dante devant la surface adverse qui a permis de faire qui a permis d'avoir cette occasion-là. On joue un peu plus, on joue un peu plus haut, et surtout, il y a une volonté des joueurs plus de combler les espaces si d'autres joueurs ne sont pas là. Justement, Dante, à un moment donné, sur cette action, était beaucoup plus haut, et en fait, au lieu de se dire, ben, je reviens sur ma ligne défensive, je compense et je continue à faire le pressing pour justement gêner la relance adverse, et quelqu'un d'autre va compenser derrière. Je pense que c'est plus cette volonté de jouer vers l'avant qui permet à tout le monde de jouer plus haut, en fait, et d'amener le ballon plus haut. Et on subit un peu moins quand même le pressing adverse, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, hein, notamment celui de Rennes, où à chaque fois en fait on jouait super bas, et dès qu'on perdait le ballon on faisait pas trop de pressing. Donc là, ce qui a changé, c'est quand même qu'on est un peu plus d'allant, on a un petit peu plus d'envie d'aller vers l'avant, et on a ce pressing qui permet à notre équipe de jouer un peu plus haut, et qui justement gêne un peu plus l'adversaire, et qui permet d'aller moins vite pour l'adversaire. Donc je pense que c'est une consigne, et c'est surtout la volonté d'aller chercher, d'aller jouer un peu plus haut sur le terrain. Ouais. Ouais, complètement. On voit quand même un bloc plus haut. Alors, j'ai pas les statistiques, mais j'imagine qu'on peut facilement trouver une image de la moyenne de la hauteur du bloc niçois sous Digard, certainement un peu plus haute que sous Favre. Maintenant, c'est ça qui a vachement changé, c'est que Digard, il l'avait dit, hein, il voulait qu'on ait des transitions beaucoup plus intenses. Et je pense qu'il a été entendu, particulièrement contre Montpellier, un petit peu moins aujourd'hui. Et j'ai un petit peu peur, forcément. Ça fait des années qu'on suit l'OGC Nice, et on sait très bien que on a quand même cette tendance à faire des transitions douces pour rester gentil. Euh, Maintenant, je pense que nos trois de devant, ils ont besoin du soutien, effectivement, des milieux. La montée, on l'a vu, que ce soit de Kefren ou du second milieu, euh, l'action juste avant la mi-temps, même si la Borde était tout seul, ça apporte des situations. Et maintenant, reste à savoir comment Digard, lui, va réussir réellement à faire en sorte que ça devienne quelque chose qui fait part du projet de jeu de l'équipe, dans le sens où ce soit quelque chose de naturel, que nos projections soient naturelles, et qu'on en ait surtout euh, tout au long du match, parce qu'il y a vraiment des quarts d'heure où vraiment le GC Nice joue très haut et très agressif à la perte. On a presque l'impression qu'on surdomine Reims sur certains quarts d'heure, et à d'autres quarts d'heure, on est vraiment en dessous de Reims, sous l'eau, un petit peu asphyxié. Donc il faut trouver de la régularité là-dedans. Et malheureusement pour nous, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une équipe tout simplement du niveau de Reims. Je parle pas forcément sur le papier, mais entre l'équipe qu'on a et, euh, et la maîtrise tactique qu'on peut avoir, on est aujourd'hui une équipe au même niveau que le club rémois, donc de milieu de tableau. Il faut bosser pour, mais j'ai l'impression que Digard, en tout cas, il s'attelle à ce que les transitions et l'intensité soient plus hautes que sous Lucien Favre.
Continuons sur ce qui a fonctionné. Enfin, je vais vous laisser la parole, en fait, me dire ce que vous avez bien aimé au-delà d'Hicham Boudaoui, de Jean-Claire Todibo et de Dante, hein, ça, comme d'habitude, même si, on pourra encore dire que Jean-Claire Todibo est probablement, l'aiglon du match, hein. Bon, ça se tape à 2 avec Hicham Boudaoui, mais bon, Jean-Claire a été, encore une fois, stratosphérique, hein, vraiment, je pense qu'il faut savourer, parce que c'est peut-être les dernières semaines où on le voit. Je suis pas convaincu qu'on arrive à le garder un été de plus avec le niveau qu'il atteint aujourd'hui, mais bon, profitons tant qu'il est encore niçois. Qui avez-vous trouvé mis en valeur, hein? Moi, j'ai bien quelques idées, mais l'idée, c'est aussi que cette émission soit participative. Je sais pas, Jérémy, à part derrière Hicham Boudaoui et Jean-Claire Todibo, est-ce qu'il y a un aiglon qui s'est assez bien illustré selon toi? Jordan Lutomba, qui a été beaucoup critiqué, que moi-même j'ai beaucoup critiqué sur ses matchs en début de saison, et qui depuis juste un peu avant la Coupe du Monde, et surtout depuis début 2023, qui fait quand même de très très bons matchs. Je suis vraiment content parce que moi j'étais toujours frustré par ce joueur. J'avais l'impression qu'il était tout le temps hésitant, qu'il osait pas trop monter, qu'il osait tout simplement pas trop être lui-même sur le terrain. Je trouve qu'il est beaucoup plus encore meilleur, parce que défensivement ça allait, mais là il est vraiment rarement pris à défaut en défense. Il nous a sauvé quelques fois cet après-midi d'ailleurs sur des interventions. De son côté, il y a franchement très très peu de danger, et même offensivement dans ses interventions, il est là. Alors il faut toujours qu'il améliore un petit peu ses offensives et sa qualité de centre, mais je trouve que quand même c'est un joueur qui apporte beaucoup plus que ce qu'il apportait en début de saison. Donc moi, clairement, c'est un des meilleurs joueurs du match. Et il arrive à être constant, ce qui fait quand même plaisir. Et en plus, c'est un joueur sur lequel quand même on peut compter, parce qu'il il se blesse jamais. Donc il est constant, mais de manière un peu plus, comment dire, de meilleure manière. Donc je suis vraiment content de pouvoir de le voir à ce niveau. Tony, son volume de jeu, hein, on a l'impression limite qu'il a doublé. Alors bon, le football pratiqué n'est pas le même que sous Christophe Galtier, qui avait envie de jouer avec des latéraux beaucoup plus bas, hein. Hassan Camara notamment on a fait les frais, mais là, voilà, que ce soit sous Lucien Favre ou maintenant sous Didier Digard, je rejoins ce que dit Jérémy. En fait, on a l'impression qu'il a un peu enfin trouvé sa place sur le terrain, qu'il hésite moins à monter. Alors bien sûr, niveau centre, c'est encore pas terrible, mais on sent qu'il arrive à créer des décalages et à déstabiliser les défenses adverses, et ça, en l'absence de Youssef Attal, c'est vraiment positif. Ouais, Jérémy l'a dit, il a un bon niveau, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui était pas forcément toujours titulaire à un moment. Il a seulement été utilisé en dépannage avec les nombreuses blessures d'Attal, aussi à gauche quand on était un petit peu en galère. Voilà, il a été un petit peu ballotté de droite à gauche, c'est le cas de le dire. Mmh. Mais là, il trouve un petit peu de continuité aussi dans ses performances, c'est important. Il enchaîne les matchs, et puis voilà, c'est un joueur qui se donne à 100 quand même, tout le temps, et il trouve enfin des repères. Donc oui, oui, non, très content pour Lotomba, qui était quand même sans dire un espoir, mais un jeune Suisse qui était très suivi au moment où on l'a Mmh. récupéré. Et aujourd'hui, il montre quand même qu'il a des qualités non seulement athlétiques, et qu'il est capable d'apporter sur son couloir droit. Donc je suis d'accord avec Jérémy, ça a été un bon joueur aujourd'hui. Après, moi, celui que j'aimerais mettre en valeur, pas facile, même si Malvin Barnes a fait aussi un match intéressant sans être exceptionnel. Il va y avoir J'ai débat beaucoup là-dessus, je pense. Je te propose qu'on le garde pour après, le cas qu'on de le Melvin garde au Barr. chaud, pas de souci. Moi, j'ai envie de mettre en avant notre gardien, Kasper Mmh. Schmeichel, euh, très critiqué à raison à ses débuts, mais aujourd'hui, quand même, ça fait un long moment qu'il enchaîne les prestations très Au minimum rassurantes. correct, là, c'était même rassurant. Voilà, rassurantes, j'ai envie de dire. Là, il y a quand même deux gros arrêts, hein, en tout début de match et en toute fin de match. Et puis au pied, bon, il y a un jeu qui est avec d'énormes risques pris à chaque relance. Je pense que c'est des consignes qui sont claires. Mais voilà, c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer, on n'hésite pas à lui donner la balle. Je trouve que c'est très positif d'avoir enfin un peu de continuité aussi dans les buts, parce qu'en début de saison, c'était pas gagné. Donc voilà, j'ai envie de lui donner un petit peu de force et de crédit sur ses dernières performances et aujourd'hui. C'est vrai que là, Jérémy, on peut dire, une des rares fois de cette saison, on peut le dire, Kasper Schmeichel, il te rapporte au minimum un point, là, du coup. Enfin, il te rapporte un point parce que tu as pas marqué. Très clairement, il gagne les duels qu'il doit gagner. Bon, c'est pas toujours dans un style très académique
sur certaines sorties, mais on l'a vu aussi sortir au point de façon autoritaire, notamment sur une situation dans la surface niçoise. Donc je sais pas si c'est d'un match où il a été inspiré ou si, comme le dit Tony, c'est aussi la continuité qui lui permet petit à petit de s'affirmer. Est-ce que dans les consignes de Didier Digard, ou alors il y a peut-être une entente avec sa défense qui se forme petit à petit. Je sais pas trop à quoi mettre, comment expliquer ce regain de forme, mais en tout cas, sur cette rencontre, il a tenu la baraque. Oui, je le trouve bien meilleur sur sa ligne et dans les airs, un petit peu plus rassurant. Ben, c'est vrai que le face-à-face face à Balogun, il nous sauve clairement un point, hein, parce qu'en plus l'arrêt est quand même pas si facile à faire, hein, parce que la frappe est belle et bien cadrée. Donc non, il fait un très bon arrêt et moi j'étais quand même plutôt rassuré par son match. Par contre, je trouve quand même que son jeu au pied, lui, a baissé. J'ai pas trop compris les 6 mètres avec Dante, parce que justement, ça le mettait un peu en difficulté. Il avait un peu moins d'élan pour dégager. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais bon, enfin, ça doit être une consigne. Je trouve que ouais, il s'est amélioré, mais son jeu au pied est un petit peu moins bon. Donc c'est peut-être les vases communicants. Il peut pas avoir il peut pas avoir les deux points forts en même temps. Après, mais en tout cas, oui, c'était bien mieux. Ouais. Pour enlever un peu de responsabilité sur son jeu au pied, c'est un jeu au pied qui est certes très risqué, mais qui des fois, il faut le reconnaître, il a vraiment fait des relances très intéressantes, hein, pour plaisanter. On disait qu'il avait sûrement une meilleure qualité de centre que nos latéraux, mais c'est pas forcément faux. Bon, on évitera de voir la pointe de vitesse. On a protégé les enfants, éloigné de l'écran si un jour on doit voir Casper courir, mais c'est peut-être aussi difficile pour une équipe qui manque un peu de QI foot, et notamment quand il essaie de relancer sur les latéraux. C'est peut-être un peu compliqué pour eux de comprendre et d'arriver à être à la réception de ces relances rapides et à moyenne distance, ou peut-être juste pas dans les habitudes que les joueurs ont connues ces dernières saisons avec Walter Benitez, qu'on a adoré, mais qui n'était pas réputé pour son jeu au pied. Enfin voilà, je sais pas, à suivre dans les prochaines semaines, messieurs. Je pense qu'on a un peu tout dit ce qu'il y avait à dire de positif sur le match. On va terminer par un débat que Tony, du coup, va entamer. Enfin, je le lui propose en tout cas. Melvin Barr extrêmement décrié sur les réseaux sociaux aujourd'hui pendant le match. Offensivement, toujours la même limite, hein. Y a je pense qu'aucun de ses centres n'a trouvé un de ses coéquipiers, et malheureusement, c'est une habitude. Par contre, à l'inverse, je l'ai trouvé assez intéressant. J'ai pas la stats, mais dans la récupération du ballon, il en a perdu beaucoup rapidement, mais par contre, à la récupération, dans le contre-pressing, dans son agressivité sur ses vis-à-vis, il y a eu beaucoup de ballons hauts récupérés. C'est pas la première fois. Moi, je trouve que c'est une des principales qualités de ce joueur, même si c'est peut-être pas forcément suffisant pour les ambitions de l'OGC Nice aujourd'hui. Je vais me donner mon ressenti parce que bon, je suis pas le premier fan de Melvin Barr. Je pense que beaucoup de supporters niçois lui tombent dessus. Je lui suis tombé dessus aussi maintes et maintes fois. Maintenant, il faut reconnaître que il se donne à 100%. Il a été très rassurant défensivement. Notamment, il fait une intervention en toute fin de match, dans les 10 dernières minutes, là, très aérienne avec le pied. Important. Acrobatique, effectivement. Ouais, très acrobatique. Je trouve qu'il est vachement mieux sur les trajectoires, même dans les consignes de ressortie de balle. Il y a pas mal de séquences où il ressort calmement, proprement, en allant chercher notamment Boudaoui. Tout ça, c'est intéressant. Maintenant, j'entends les critiques. Effectivement, si le projet Ineos, comme on a entendu Fab le dire, c'est d'aller concurrencer les équipes comme Chelsea, etc., bien sûr que Melvin Barr, il n'est pas au niveau du projet. Maintenant, aujourd'hui, sur ce match, il a été rassurant défensivement, rassurant balle au pied, toujours cette même limite en termes de qualité de centre. Mais après, il faut aussi le dire, on n'a pas été très en réussite, même quand les centres étaient bons. Je sais pas, c'est Pépé qui fait un centre quand même très correct pour Sofiane Diop, qui pour le coup manque quand même de qualité pour finir, hein. Je trouve qu'on manque quand même un petit peu encore de monde dans la surface et de mouvement pour attaquer ce ballon. Laborde, qui est normalement un des top joueurs pour le faire, il est quand même pas à son aise. Donc bon, de toute façon, ça change rien, hein. Les qualités de centre sont pas bonnes de la part de Melvin Barr, mais je trouve qu'il y a du mieux et il faut encourager ça parce que c'est un joueur qui triche pas. Donc Dieu sait que nous, si on remonte 20 ans en arrière, des joueurs qui ne trichent pas, on adorait ça. Donc il n'y a pas de raison non plus de lui tomber dessus sous prétexte qu'on attend une qualité de centre à la d'Albert ou autre meilleur joueur qu'on a pu connaître.
Jérémy, on les connaît, hein, les limites de Melvin Barr. A priori, il y a peu de chances que ça change dans les prochaines semaines. On connaît ses qualités aussi et je trouve que sur ce match, il a su les montrer et c'est peut-être bien si on a, 1 ou 2 guerriers dans cette équipe. Alors normalement, on devrait voir un latéral gauche arriver avec un profil un peu plus offensif lors de ce mercato. On parle de Ait Nouri notamment, mais ça pourra peut-être être un autre joueur. On le verra dans les 2 semaines qui restent avant la fin de cette période de transfert. Par contre, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec lui dans le sens où, au final, depuis qu'il est arrivé, il a mis Hassan Kamara sur le banc, il a mis l'ombre de Jordan Amavi sur le banc. Là, aujourd'hui, visiblement, la question de la concurrence avec Joe Bryan ne se pose plus vraiment. Donc, oui, c'est pas un crack, c'est pas le Dalbert de 2016-2017, mais bon, apparemment, il y a aucun joueur qui a été amené pour le concurrencer qui n'a véritablement réussi à le mettre sur le banc. Donc, voilà, est-ce que pour l'instant, et en tout cas, est-ce qu'à l'avenir, de se dire d'avoir un Melvin Barr dans la rotation derrière un autre latéral qu'on va recruter, c'est pas si mal que ça. C'est ça, oui. Moi, je trouve que depuis mercredi, on a retrouvé sa principale caractéristique, hein, et sa principale qualité, c'est la combativité. Moi, je trouve que depuis le début de la saison, il était quand même vraiment, on le voyait pas trop, il récupérait pas beaucoup de ballons, il était très loin de son attaquant, l'attaquant sur lequel il devait défendre. Là, je trouve que depuis mercredi, il y a beaucoup de mieux d'un point de vue du pressing, de la récupération du ballon. Le troisième but qu'on met mercredi soir, c'est lui, hein, au départ de l'action qui va récupérer le ballon parce qu'il il va récupérer dans les pieds le ballon de l'attaquant montpelliérain. Là aussi, je trouve qu'aujourd'hui, il a quand même fait un plutôt bon match. Il y a encore quelques erreurs, mais je trouve que voilà, il fait quand même un match bien plus complet que ce qu'il a fait cette saison jusqu'avant. Donc non, moi je trouve que justement il a le niveau de la Ligue 1. Je trouve que c'est quand même un assez bon joueur, il fait le travail. Même si des fois il fait quand même quelques erreurs de placement, pense que pour la Ligue 1 ça va. Après voilà, pour moi c'est clairement une doublure. Il nous faut un meilleur latéral gauche. Mais si voilà dans la rotation et s'il est amené à remplacer peut-être un jour si on recrute un latéral gauche, il pourrait très bien le remplacer et ce serait très bien. Donc non, je trouve qu'il y a quand même du mieux depuis mercredi. On retrouve un peu plus le Melvin Barr qu'on a vu les 6 premiers mois l'année dernière. Donc ça fait plaisir, même si c'est pas exceptionnel. Voilà, il fait le travail et il faut qu'il continue comme ça. Bon, à suivre en tout cas, intéressant au moins déjà dans la posture et dans l'engagement. Le reste, hein, on insiste. Si vous n'avez pas quitté cette émission de rage après qu'on ait dit du bien de Melvin Barr, on précise, je pense qu'on tous les trois ici, on attend avec impatience une recrue à ce poste-là, quand même, histoire de sécuriser le couloir et d'avoir autant de choix qu'on peut avoir à droite. Hein. Mais Melvin Barr, par contre, sur cette rencontre, même si il a été mis à défaut offensivement, il avait quand même un gros client en face de lui avec Ito, hein, du côté rémois. Et comme vous l'avez dit, il s'est relativement peu fait passer, même si des fois ça a été un peu académique ou acrobatique. On va passer au mercato, on va se donner 10 petites minutes, hein, messieurs, pas plus. Donc on va faire vite sur les dossiers qu'on connaît déjà. On dit de l'or vers Nantes, c'est imminent. Juste un accord entre les clubs sur les conditions du prêt avec obligation d'achat probablement. L'OGC Nice espérait un transfert, donc avoir les conditions de l'obligation et le montant surtout, même si je pense que ça devrait se terminer autour de 5-6 millions d'euros, grand maximum considérant les finances de Nantes. Mais ce n'est pas tant ça qui nous intéresse. Ça, on aura le temps d'en reparler quand ce sera officiel. Parlons des rumeurs et on va se garder le gros dossier Terem Moffi. Et en plus, j'ai une information à vous apporter, messieurs, qui vient de tomber en direct. Commençons par Mattia Vitti. La presse italienne parle d'un intérêt de club italien. La Lazio qui préparait une offre de prêt avec option d'achat. Le Toro qui serait également intéressé par le joueur. Alors Mattia Vitti qui est en déficit de temps de jeu à l'OGC Nice, certes, on peut comprendre que des clubs italiens s'y intéressent pour se renforcer cet hiver. Par contre, on est d'accord que le club, le gym, doit opposer une fin de non-recevoir. Mattia Vitti doit rester à l'OGC Nice jusqu'à la fin de la saison et idéalement, même si c'est compliqué de déloger notre charnière centrale, on doit davantage le voir.
Oui, complètement. Pour moi, Mattia Vitti, c'est l'après Dante, hein. Sauf que Dante, il n'en finit jamais d'enchaîner les bonnes performances, Je crois même que quand on croit qu'il Ensoki est à fini. l'époque c'était déjà l'après-Dante. Bon, il n'avait pas le niveau de Mattia Vitti, Ah, certes, mais c'est dire à quel point en fait l'après-Dante c'est un long feuilleton. non, c'est ça, mais Dante, il a cette qualité de toujours travailler pour revenir à son niveau. Ça, c'est très fort. Maintenant, voilà, Vitti, à chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé plutôt bon, jeune, avec de la prise de risque dans la relance. Enfin, ça rentrait dans le projet de jeu niçois, c'était intéressant. Maintenant, s'il y a un prêt sans option d'achat où il peut avoir un petit peu de temps de jeu cette saison, il faut y réfléchir. Mais dans l'idée, c'est un joueur sur lequel on doit construire notre avenir. Et Dante, même semble inépuisable, il va y arriver un moment où ce sera terminé. Et il me semble être le parfait joueur gaucher pour prendre sa suite. Ouais, clairement, moi je pense qu'il faut pas qu'il parte. Et je comprends le fait de peut-être le prêter sans option d'achat, mais moi je serais plutôt d'avis de le garder dans l'effectif pour qu'il continue son intégration. On sait qu'il parle pas français ni anglais, il me semble. Je pense que ça serait bien qu'il puisse rester dans le groupe et complètement s'acclimater au club. Et en plus trouver des automatismes, que ce soit à l'entraînement ou en bout de match avec ses coéquipiers. Donc moi, clairement, c'est sûr qu'il faudrait que Mattia Vitti reste. Hein. S'il serait amené à partir, ça serait quand même un aveu d'échec et on se demanderait pourquoi on l'aurait recruté cet été. Déjà qu'on se le demande un petit peu, mais là, on se le demanderait encore un peu plus. Donc voilà, j'espère qu'il va rester. Surtout qu'il n'a fait que des matchs de qualité, hein. Enfin, le peu qu'on l'a vu, on a toujours été très content des performances de Mattia Vitti, et donc ça laisserait vraiment un goût d'inachevé. On voit mal comment on récupérerait en plus notre investissement aussi vite. Enfin, voilà, pour moi, aucune bonne raison de s'en. On n'a pas d'autres centraux en plus, si je dis pas de bêtises. Bah, officiellement non. Après, on va en parler, hein, des autres De perspectives en poste Rosario. de défense centrale. On a Pablo Rosario à droite, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas non plus un poste où on croule sous le nombre. Donc du coup, voilà, ce serait étonnant. Mais je pense, en supposant que les informations de la presse italienne soient vraies, que c'est aussi une prise de renseignement de ces clubs-là et que le GC Nice, espérons-le, va vite leur signifier que merci, mais non merci. Défense centrale, on en parle avec la dernière rumeur mercato du jour, hein, c'est celle qui mène à Youssouf Daichi Millet, le défenseur central et milieu de terrain du Burundi, qui joue à Istanbul Başakşehir, un défenseur central qui, d'après les informations de Fanatic, a vu être l'objet d'une offre de 9 millions d'euros de la part de l'OGC Nice. Son club en attendrait 13. Les négociations se poursuivent. Alors, il est défenseur central droit, c'est là où il a joué la majorité de ses matchs et marqué la majorité de ses buts, hein, parce qu'il est bien une demi-douzaine de buts cette saison, je crois. Il a également impressionné les observateurs au poste de milieu de terrain. C'est une piste que l'OGC Nice avait déjà l'été dernier lorsqu'on était à la recherche de notre central droit. D'après les informations de Foot Mercato, c'était également une piste de lance et de leur directeur sportif Laurent Ghisolfi l'été dernier. Donc voilà, tout ça fait que logiquement on s'intéresse encore à ce joueur. Il a 24 ans, il est polyvalent, il peut donc jouer en défense centrale à droite où on n'a personne derrière Jean-Claire Todibo. Il peut jouer au poste de numéro 6 où on vient de se déplumer avec le départ de Mario Lemina. Est-ce que pour vous, alors sans connaître le joueur, hein, après si vous le connaissez, je serais déjà très admiratif et je suis en demande de vos informations, mais sans vous demander une analyse sur le joueur qu'on ne connaît vraisemblablement pas, est-ce que pour vous c'est un profil et un poste sur lequel on doit se renforcer lors de ce mercato d'hiver? Je dirais plutôt oui, parce que comme tu l'as dit, en plus, c'est pas sûr que Jean-Claire Todibo reste l'année prochaine au vu de son niveau. Sur le papier, je pense que c'est plutôt ça a l'air d'être un bon joueur qui, en plus, est polyvalent, hein, comme tu l'as rappelé. Je pense que c'est une de ses principales qualités. C'est à des postes qui peuvent être intéressants pour nous, à la fois pour la rotation ou dans le futur pour remplacer certains joueurs qui pourraient partir. C'est un joueur qui a quand même disputé pas mal de matchs et qui est dans une des meilleures équipes de son championnat. Donc ça a l'air, comment dire, comme ça, je pense que ça a l'air vraiment pas mal. En plus, comme tu l'as rappelé, Florent Isolfi suivait déjà son profil quand il était à Lens. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, c'est pas la priorité, je trouve. Si on peut le faire cet hiver, pourquoi pas, hein, ça serait du temps de gagner sur un dossier sur sur le prochain mercato d'été. Mais je préférais d'abord qu'on se renforce à d'autres postes. Ouais, complètement.
Est-ce que ça serait intéressant de le faire? Oui. Est-ce que c'est prioritaire? Je pense pas. Je pense que bon, on peut s'en sortir aujourd'hui avec Rosario en deuxième défenseur central, d'autant que Todibo il est en pleine forme, en pleine force de l'âge. Alors bien sûr, il peut y avoir une blessure, etc. Tout simplement, ça pourrait être une bonne recrue, mais pour moi, ça doit pas être dans les priorités des dirigeants niçois. Après, bien évidemment, je suis pas dirigeant de club et je suis pas responsable du recrutement. Donc l'idée, c'est de faire confiance aussi aux gens compétents qui ont été recrutés, parce qu'il faut le souligner. Et puis on va voir ce que ça va donner là-dessus. Bon, à voir, hein, ce serait effectivement, la cerise sur le gâteau. On attend surtout, un latéral gauche et un attaquant. Après, on sait qu'un milieu de terrain n'est pas exclu pour remplacer numériquement, Mario Lemina ou pour ajouter un profil qu'on n'aurait pas. Bon, après, il y a quand même malgré tout du monde. Il y a un mec comme Alexis Beka qui, ne joue, pas du tout en plus encore dans ce secteur-là du jeu. Donc à voir s'il est davantage utilisé en défense centrale, pourquoi pas. Mais, faut en avoir quand même pour, venir signer à Nice aujourd'hui comme défenseur central droit, hein. Donc soit on te dit que Jean-Claire Todibo, il est sur la liste des transferts l'été prochain, soit, faut se préparer à un combat de titans quand même pour gagner du temps de jeu. Mais bon, on a aussi besoin de gens ambitieux et combatifs à l'OGC Nice. Terminons pour les 5 petites minutes qui nous restent de cette émission avec le dossier Terem Moffi. L'OGC Nice qui a déjà fait 2 offres d'après les indiscrétions qu'on peut lire ça et là sur les réseaux sociaux pour l'attaquant du FC Lorient, notamment une offre qui montrait quasiment à 20 millions d'euros, sans compter les bonus, les pourcentages, tout ça. C'est une grosse somme. Ce serait, avec Sofiane Diop et 22 millions d'euros, du coup, le plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice pour l'instant, potentiellement en tout cas. Une somme très élevée pour un attaquant qui n'a connu que la Ligue 1 ou une somme toute correcte pour un joueur qui maintenant a montré sa régularité dans notre championnat. Une saison à 14 buts, une saison à 8 buts, et là je ne sais plus s'il a 11 ou 12, donc en tout cas à 23 ans déjà une valeur sûre de notre championnat. Comment est-ce que vous positionnez là-dessus, sachant que, et c'est l'info pourrie que je vous teasais, Sky Sport vient de révéler une information comme quoi West Ham aurait aligné 22,5 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Est-ce que l'OGC Nice doit monter tout simplement dans ces prix-là, en supposant que ce soit vrai, pour un Terem Moffi? Euh, ouais, bah c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une somme qui, oui, elle est élevée cette somme, mais aujourd'hui dans la réalité du marché des transferts, les clubs anglais de milieu de tableau vont mettre 30 à 40 millions sur un joueur tel que Terem Moffi. Donc, si on parle de valeur du joueur à l'échelle européenne sur le marché des transferts, pour moi, c'est une somme qui est justifiée. Après, pour parler du joueur en lui-même, c'est un super attaquant euh, qui est très complet, c'est-à-dire qu'il est très puissant. Enfin, on connaît tous le joueur, mais c'est ce qui nous manque réellement. Un joueur qui est à la fois capable de jouer en remise, comme peut l'être par moment Gaëtan Laborde, mais en mieux, et un joueur qui est capable de prendre la profondeur et de faire mal. C'est un joueur qui fait vraiment mal. Et ça, c'est vraiment ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui à Nice. Ce joueur qui va vraiment faire des dégâts, entre guillemets, avec le ballon, sans le ballon en profondeur, en remise, à peser sur la défense. Il a toutes les qualités pour. Et si on veut entre guillemets, avoir un projet cohérent pour arriver à un haut niveau, on a besoin d'un attaquant de très bonne qualité. Pour moi, Terem Moffi fait partie de ces joueurs-là. Et donc, ce serait quelque chose de top pour le club d'avoir un joueur de cette qualité-là. Maintenant, là, effectivement, je suis inquiet quand je vois des clubs comme West Ham, etc., mettre des sommes plus élevées. On sait que ça va faire monter les enchères. Je pense que Lorient, ils vont pas le brader. Donc ça Lorient va pas demande être 30 simple. millions d'euros. Là, avec la dernière offre de West Ham, si elle est avérée, on n'est plus très loin au final de la somme Non, bah, demandée je par les pense que Merlus. de toute façon, je pense honnêtement que c'est sa valeur aujourd'hui, c'est environ 30 millions. Je pense que c'est pas honteux parce que, comme voilà, il y a des clubs qui mettront sans aucun souci ces 30 millions dessus. Donc, pour moi, on doit faire l'effort. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à lui offrir l'année prochaine? Pas de compétition européenne, sauf si on fait un très grosse fin de championnat ou une très grosse Coupe d'Europe. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, pour en revenir au débat en lui-même, oui, pour moi, on doit faire le nécessaire pour signer un joueur tel que Mofi.
Jérémy, pour conclure, faire signer Terem Moffi, alors on ne remet absolument pas en cause les qualités du joueur, hein, les statistiques parlent pour lui. Mais aujourd'hui, est-ce que dans le projet de l'OGC Nice, là en janvier 2023, dans notre capacité financière aujourd'hui, dans les problèmes qu'on connaît, est-ce que pour toi c'est justifié, d'aller au-delà de 25 millions d'euros pour Terem Moffi? Ou est-ce que pour toi il y aurait, et sans te demander de nom, mais une stratégie différente ou d'autres pistes à explorer? Je suis un petit peu partagé sur ce dossier-là, parce que comme le rappelait Tony, Terem Moffi, c'est un très très bon attaquant. Il le prouve encore cette saison. C'est le troisième meilleur buteur du championnat, il me semble, avec 12 buts en 18 matchs. Il a encore mis un très beau but hier. Je suis un peu partagé parce que j'aimerais vraiment qu'il vienne, parce qu'il nous ferait énormément de bien. Son profil, vraiment, c'est ce qui nous manque. Il nous manque vraiment un joueur qui puisse jouer en pivot, mais qui puisse aussi prendre la profondeur, comme le disait Tony. Donc c'est vraiment un top attaquant. Je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien. Après, je trouve que 30 millions, c'est quand même vraiment beaucoup. C'est un petit peu, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose quand on essaie de négocier avec des clubs dans le championnat de France. Il y a eu Angers quelques fois avec Fulgini, Santa Maria les dernières saisons, et là c'est encore plus avec Moffi. Je trouve qu'à chaque fois les clubs en question, et bon, d'un côté je les comprends, mais ils demandent quand même des sommes qui me semblent énormes. Moi, je trouve que l'offre qu'on a fait, c'était à peu près 20 millions, elle me semble cohérente. Après, voilà, monter à 22, 23, pourquoi pas. Je trouve que 30 millions, c'est quand même un petit peu excessif. Après, ça dépendrait des bonus, hein. Si par exemple, on dit on fait une offre de 22 millions et après, en fonction de diverses clauses étalées dans le temps, D'une qualif en par Ligue des exemple, Champions, on 5 rajoute. millions, voilà. Si par exemple les bonus montent à 5 millions et que ça s'est écoulé dans le temps et tout, je dirais bon, alors là pourquoi pas. Mais là, mettre 30 millions comme ça d'un coup, je trouve ça un peu trop, honnêtement, je trouve ça vraiment trop. Et je me demande si on a la capacité de mettre cette somme-là. Donc ça, c'est un petit peu ce qui me fait peur. Après, sur les coupes, j'ai vu que les clubs qui sont intéressés, donc c'était West Ham et Southampton, j'ai l'impression ces clubs-là ont pas forcément plus à offrir, je pense, à part le fait de jouer en première ligue, ce qui est quand même un point très important. Le salaire Et le peut-être, hein, salaire, voilà, éventuellement. et le salaire. Après, d'un point de vue sportif en lui-même, je pense on a nos chances. Donc, à voir si lui a envie de rester un peu plus en France ou tenter directement la première ligue. Ça va être intéressant à suivre. On va voir hein, ce qui se passe, mais c'est vrai que moi, les 30 millions, quand même, c'est un peu un frein. On se retrouvera, on l'espère, très vite. Le prochain match, c'est à l'Alliance Riviera face à Lille. C'est le 29 janvier, une petite pause de 2 semaines, mais on compte bien nous revenir avec Avantinissa un peu plus tôt. On essaye, en partenariat avec nos amis du Club Pancho, d'organiser une libre antenne. Alors bon, tant que la date n'est pas décidée, je ne préfère pas vous vendre du rêve, mais bon, si jamais vous êtes intéressé au moment de l'annonce, n'hésitez pas à nous contacter pour passer au micro et débattre avec nous de l'actualité de l'OGC Nice du moment, le licenciement de Lucien Favre, le mercato, tout ça. Mais comme je vous le disais, on compte bien revenir avant parce que normalement, il devrait y avoir des recrues, que ce soit Terem Moffi, Ait Nouri ou d'autres. Mais bon, des joueurs devront bien arriver, on l'espère, avant la prochaine rencontre le 29 janvier. Auquel cas, si jamais on a les moyens de le faire et on a la bonne personne surtout à accueillir pour nous renseigner, nous ferons comme on fait à chaque période de transfert, un numéro spécial pour vous présenter le joueur. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant cette heure d'émission. C'est passé très vite, c'était très agréable. On espère que vous aussi qui nous écoutez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, vous avez passé un aussi bon moment. N'hésitez pas à nous faire un retour, un abonnement, 5 étoiles, tout ça, hein, ce que vous pouvez. C'est très gentil, ça donne toujours un peu de force. Et puis, à une date indéterminée, mais très vite. D'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.